Bienvenue dans Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Moi, c'est Xavier Riquier, l'un des cofondateurs du podcast, et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous amener à Aix-en-Provence à la rencontre de Frédéric Pitou, CEO et fondateur d'Editag, offreur de solutions IoT clés en main pour le secteur de l'art et de l'industrie. Dans cet épisode, nous revenons ensemble sur la carrière internationale de Fred entre la Suisse, l'Asie et l'Amérique du Nord et sur le cheminement qui l'a amené à créer Editag en 2007. Avant de vous livrer notre conversation, n'oubliez pas que pour aider le podcast à se développer, nous avons besoin d'un coup de main de votre part. Direction votre plateforme d'écoute pour vous abonner et sur iTunes, laissez-nous un petit commentaire et 5 étoiles. C'est un véritable boost pour nous. Allez, maintenant place à ma rencontre avec Fred. Bonne écoute! Bonjour Frédéric et merci d'avoir accepté de participer à ce nouvel épisode. Bonjour Xavier, merci de me recevoir. Donc Frédéric, pour commencer, la question un peu classique, est-ce que tu pourrais nous pitcher Editag en quelques mots ? Alors Editag est un acteur du numérique. Nous sommes fabricants de solutions IoT, Internet of Things, des objets connectés. Et nous fabriquons des solutions pour des usages professionnels. Nous sommes présents sur deux marchés. Un marché qui est un marché de niche pour la supervision d'œuvres d'art avec une business unit qui s'appelle Editag Arts et un marché beaucoup plus global qui est l'industrie avec Editag for Industries. La société a été créée en 2007. Aujourd'hui, nous sommes une vingtaine de personnes basées à Aix-en-Provence et en Allemagne où nous avons un bureau de vente. Donc vous avez un bureau de vente déjà en Allemagne à l'export. Tout à fait, nous avons entamé notre démarche export en 2012 en se concentrant d'abord sur l'Europe avant de penser outre-Atlantique. On en reparlera un peu plus en détail par la suite. Est-ce que du coup tu pourrais aussi maintenant un peu te présenter plus en détail, d'où tu viens, quel a été ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à créer Editag ? Mon parcours, j'ai une formation d'ingénieur, après un IUT en génie mécanique et productique. Je précise ça parce qu'en fait, j'ai créé une entreprise qui fait de l'électronique et de l'informatique, mais j'ai une formation, moi, qui est une formation mécanique. J'ai toujours été passionné par l'industrie. C'était parce que je fréquentais assez jeune des salons de la machine-outil. Mon père était négociant en machine-outil. Et je pense que c'est ce qui a développé mon amour pour l'industrie et pour les usines et les ateliers. J'ai commencé en tant qu'ingénieur produit dans une PME et puis j'étais passionné d'organisation industrielle. J'avais fait des stages chez Dassault par exemple en gestion de production. Je suis parti en Suisse dans un organisme qui conseillait des entreprises industrielles en organisation industrielle et en déploiement de solutions. Donc c'est là où j'ai commencé à faire du juste à temps, du lean. Est-ce que tu peux préciser pour les gens qui nous écoutent, qui connaissent pas forcément, qu'est-ce qu'est un peu le juste à temps et le lean ? Le juste à temps et le lean manufacturing, donc la production lean, c'est un mode d'organisation avec plusieurs composants, plusieurs outils qui visent à améliorer l'efficacité de la production. Encore une fois, beaucoup d'outils différents qui se cachent derrière le mot lean, mais le principe général, la philosophie globale, c'est d'éliminer tout ce qui n'est pas utile, tout ce qui ne crée pas de la valeur. La philosophie du lean, c'est éliminer ce qu'on appelle les muda, un mot japonais qui veut dire gaspillage. On va essayer de produire au plus juste. Et donc c'est ce que tu faisais en Suisse pour ce cabinet de consultants, c'est bien ça ? C'est ça, tout à fait. Donc on travaillait avec des acteurs de l'industrie horlogère, l'industrie de la micro-machine, de la micromécanique en Suisse. J'ai fait ça quelques années, ça m'a beaucoup plu. Et je suis ensuite rentré en France où j'ai intégré le groupe ST Microelectronics, donc fabricant de semi-conducteurs, et où j'ai eu
en charge le déploiement de solutions numériques, de solutions digitales sur toutes les usines ST dans le monde. Donc j'ai fait ça d'abord à Grenoble, et je voyageais beaucoup, j'aimais beaucoup ça. Et il m'a été ensuite proposé, parce qu'on avait pas mal de projets là-bas, d'être basé aux États-Unis, de suivre toutes les activités de l'équipe que j'avais constituée, qui était basée en France, pour gérer tous ces projets de déploiement de solutions digitales, de ce qu'on MES, Manufacturing Execution System. C'est le nom du type de logiciel que l'on déployait. C'était une expérience de remote management qui était très intéressante, et de suivre les projets directement sur les usines aux États-Unis. Tu étais basé où aux États-Unis ? J'étais basé à Dallas, donc au Texas. Je me déplaçais souvent sur les autres usines du groupe qui étaient basées près de San Diego et à Phoenix. Et je suis rentré ensuite en France, où j'ai pris la responsabilité de monter une équipe qui était dédiée à la gestion de la supply chain en sous-traitance, puisque c'était une période où ST Microelectronics a dû faire un appel massif à de la sous-traitance. Et donc, il fallait monter une équipe pour gérer cette sous-traitance. Quand je dis appel massif, on a quand même géré un procurement de plusieurs centaines de millions de dollars en 2 ans. C'était de la matière qui passait avec des flux qui étaient des flux internationaux, hein, l'Europe, l'Asie. C'était une volonté de la société d'externaliser parce qu'ils ne pouvaient pas tout faire en interne ou... Exactement. Donc les usines tournaient à plein et il fallait faire appel à de la sous-traitance. J'ai voyagé beaucoup à ce moment-là en Europe et surtout en Asie. Avec cette équipe que j'avais montée et qui était basée en France et avec des membres de l'équipe à Singapour également. Donc une expérience aussi intéressante avec des process et une gestion internationale. Et pour des besoins finalement internes à la supply chain, et des besoins de traçabilité, j'ai commencé à m'intéresser à une technologie qui s'appelle la RFID, l'identification par radiofréquence. Et j'ai monté un groupe de travail chez ST pour voir comment on pourrait tirer parti de la RFID pour des usages qui étaient des usages propres à ST, et qui pourraient améliorer le niveau de traçabilité de ces flux qui étaient importants et qui étaient internationaux. Et dans ce cadre-là, en m'intéressant à cette technologie, j'ai vu un potentiel qui était énorme, et je me suis rappelé ce que j'avais dit parce que j'avais fait mon stage ingénieur, le PDG de l'entreprise, c'était une entreprise qui s'appelait Microcontrol. Le PDG de l'entreprise m'avait dit: alors Frédéric, c'est une grosse PME, 150 personnes à peu près. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Moi, j'étais pas encore diplômé, mais sur le point de l'être, et je lui avais fait cette réponse très franche. Et j'aimerais voyager et créer ma boîte. Alors, je me suis donné l'opportunité dans mes expériences professionnelles, comme je viens de le dire, de pas mal voyager. Et je parle de ça parce qu'en fait, il y avait une petite lumière là qui était dans mon esprit quand j'ai commencé à m'intéresser de la RFID au début des années 2000. Je me suis dit, tiens, mais il y a peut-être des choses à faire. Et c'est comme ça que l'idée m'est venue d'associer RFID et Internet. Parce que cette technologie, on est en 2004-2005, on en parlait, mais majoritairement pour de très grosses entreprises. Et moi, j'étais convaincu, pour des applications logistiques, des applications supply chain, et j'étais profondément convaincu que c'est une technologie qui était amenée à se déployer massivement dans la logistique et dans l'industrie,
Et pour ça, il faudrait des solutions qui soient packagées et simples d'accès, parce que tout le monde n'aurait pas forcément les moyens d'acheter un gros middleware, de déployer une infrastructure lourde. Et la petite PME industrielle ou la boulangerie industrielle qui fournissait Carrefour, le jour où Carrefour allait lui demander de mettre en place de la RFID, elle se trouverait un peu démunie. Et c'est comme ça, en associant RFID et Internet, qu'a émergé l'idée de créer Editag. Et d'ailleurs, Editag à la base, c'est EDI, donc échange de données informatisées associées à tag, sous-entendu tag RFID, ou en anglais Electronic Data Interchange Tag. Donc l'idée de départ, c'était ça sur des applications qui étaient des applications logistiques supply chain. Voilà. Ça permettait de tracer les produits, de savoir où ils étaient en temps réel, c'est ça? Alors ça permettait en fait de collecter automatiquement des informations de départ matière, une palette qui sort d'un entrepôt ou de la marchandise qui arrive. On allait automatiquement pouvoir générer des transactions vers des donneurs d'ordre typiquement. Donc ça allait automatiser la collecte d'informations et simplifier la vie de tout le monde. Voilà, c'était l'idée de départ. Et donc tu as eu cette idée quand tu étais encore chez ST Electronics, c'est ça, si je me trompe pas? Tout à fait. Et donc j'ai quitté ST en 2006 pour commencer à prototyper nos solutions. Donc je me suis associé, j'ai été chercher des compétences au niveau informatique que je n'avais pas, puisque encore une fois, je suis ingénieur mécanicien à la base, et j'étais drivé par les usages. Et on a lancé l'aventure, on a créé la structure en 2007. Donc donc tu as eu l'idée on va dire en 2004-2005, tu as pris quelques mois pour réfléchir et après tu t'es dit je vais démissionner pour lancer ma structure, si j'ai bien compris. C'est ça. Et comment tu as fait pour identifier justement les partenaires ou les contacts qui allaient t'aider pour la partie informatique? Tu as fait des recherches sur internet, tu avais déjà un réseau de contacts? On va dire que j'avais un réseau de contacts dans mon entourage professionnel qui m'ont permis d'identifier les personnes avec lesquelles je voulais lancer l'affaire. Comment t'as fait alors, à partir du moment où t'as eu de prototype, t'as fait quoi? T'as été contacté directement des prospects pour leur proposer la solution? C'était quoi la démarche que t'as engagée? On était dans l'innovation, on était en fait on se repasse, on est en 2007, on parlait pas, même si ça paraît assez dingue de se le dire aujourd'hui, mais on parlait pas encore de cloud en 2007. Internet était largement déployé partout, mais il y avait pas de la 4G, on en était, je ne sais même plus si on était à la 3G à l'époque. Donc il y avait quand même on n'était pas aussi mûr qu'on peut l'être aujourd'hui. Et du coup, j'ai oublié la question que tu m'as posée. Par rapport justement, une fois que tu as eu ton prototype de prêt, est-ce que tu as été directement voir des prospects? C'était quoi la vision? Est-ce que tu avais déjà des prospects en tête et d'aller les voir pour tester le produit? Oui, en fait, on a fait un proto, on allait présenter effectivement à différents prospects, on allait se renseigner, on a regardé ce qui se faisait sur le marché, on a continué à regarder ce qui se faisait sur le marché, et on a suivi les déploiements de RFID dans la logistique, et on avait accès à pas mal d'études de marché au niveau international, et en fait on voyait un peu les mêmes courbes qui se décalaient d'une année sur l'autre, et donc on s'est dit peut-être que le déploiement de la technologie il va prendre un petit peu plus de temps que prévu.
Et c'est comme ça qu'on a décidé de pivoter, comme le font les startups, et d'appliquer tout ce qu'on avait développé, tout notre modèle, mais sur un domaine qui n'avait rien à voir, qui était un marché de niche. Et c'est comme ça on a commencé à proposer nos solutions de supervision d'œuvres d'art et de biens de valeur à différents musées, fondations, et en fait avec finalement une solution qui était une solution IoT. L'IoT, pareil, n'existait pas encore à ce moment-là. On parlait de RFID. On a commencé à faire de la RFID active, et donc qui plus tard sera englobée dans l'IoT, mais avec donc une solution qui était dédiée à des applications supply chain et logistique, mais qu'on avait pensé dès le départ de manière très flexible et très globale. On a proposé des solutions qui étaient très innovantes sur ce marché, et c'est ça qui nous a permis de décoller. Et comment tu as eu l'idée d'aller contacter des musées, enfin de voir l'application de tes produits pour les musées, et puis concrètement comment tes produits aident les musées et les centres d'œuvres d'art? Alors sur la première question, comment on a eu l'idée, c'est des rencontres. On s'aperçoit que dans le parcours d'un entrepreneur et d'une entreprise, les rencontres sont finalement plus importantes que l'innovation de produit. Je lisais dernièrement quelque chose là-dessus sur qu'est-ce qu'un entrepreneur smart en fait. Et un des aspects de la smartitude d'un entrepreneur, finalement, c'est pas l'idée géniale qu'il va avoir. Les plus beaux succès, et tous les entrepreneurs à succès le disent, c'est ce qui était un peu le cœur de l'article, c'est que ce qui a fait le succès, c'est plus des rencontres plutôt que l'idée géniale. Et nous, en fait, ce qui a fait qu'on a pivoté et on est allé sur ce marché-là, c'était des interactions, des rencontres. On a vu des opportunités et on les a saisies. Voilà. Donc, pour répondre à ta deuxième question sur ce qu'on propose aujourd'hui au musée, en fait, on a une solution IoT globale qui permet de répondre à des enjeux de sécurité, à des enjeux de conservation préventive, à des enjeux de parcours visiteur, à des enjeux d'inventaire et à des enjeux de sûreté de manière globale, avec les mêmes solutions. Donc vous mettez en gros des capteurs sur les œuvres. C'est ça, on a des capteurs sur les œuvres. Enfin, on a toute une gamme en fait de produits matériels et puis de logiciels qui permettent sur des expositions permanentes ou sur des expositions temporaires, et également au niveau des réserves, de répondre aux enjeux que je viens de citer, pour des musées, pour des fondations, et également pour tout type de collection, et également pour des acteurs du monde du luxe. Pour protéger leurs bijoux et autres. Tout à fait. On peut malheureusement, on a des contrats de confidentialité qui ne nous permettent pas de divulguer. Top secret. Voilà. Donc c'est la partie musée et œuvres d'art qui vous a permis de décoller, donc si je comprends bien. C'est ça, tout à fait. Ça, c'était combien de temps après que tu aies créé la boîte ? On a commencé à générer du business là-dessus en 2008, donc un an après avoir créé l'entreprise. Et après voilà, on a commencé à déployer nos solutions donc en France entre 2008 et 2012. En 2012, le début de notre aventure export en Europe. Toujours pour ce même marché des musées et œuvres d'art ? Toujours pour ce même marché. Donc ça nous a permis d'exister, de croître, de générer du business. Et puis quand même, je vous ai dit que j'aimais bien les usines. Ça me titillait parce que je sentais qu'il y avait un tas de choses à faire dans le domaine de l'industrie. Et donc on a
on a sorti une technologie en fait qui est la technologie Moontag. On a inventé une nouvelle technologie hybride avec nos capteurs device IoT Moontag. On a déposé plusieurs brevets autour de ça et on avait à la fois en tête de répondre certes à des problématiques sur le marché de l'art, mais surtout des applications côté industrie. Et donc c'est sur la base de cette technologie qui permet en fait d'avoir le meilleur de ce que peut offrir la RFID d'un côté et puis les technologies dites actives de l'autre. Là, on réunit le meilleur des deux mondes en fait, et on a pu se poser la question à savoir si je vais utiliser une technologie plutôt qu'une autre. En fait, on utilise les deux. Et donc cette magie entre guillemets nous a ouvert des portes pour des applications industrielles et on a commencé à mettre au point des solutions verticales pour l'industrie à partir de 2015. Et donc, est-ce que tu avais déjà des cas d'usage en tête pour l'industrie, vu que tu venais de ce monde-là dès le départ, ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure que tu as commencé à parler avec des industriels? Alors non, on avait vraiment clairement connaissant très bien ce monde-là, on savait exactement là où on voulait aller et sur quel cas d'utilisation, quel cas d'usage, quel processus et à quelle problématique on allait résoudre. Et donc dans quel secteur applicatif industriel vous êtes? Aujourd'hui, en fait, nos solutions sur l'industrie répondent à des problématiques liées à la gestion des flux matières. Donc, on a des solutions pour la préparation de commandes avec des solutions de type Pick to Light. On a des solutions de remontée d'informations terrain liées à des besoins de réapprovisionnement. On a des solutions, ça c'est je dirais un des points les plus importants dans les demandes que l'on a autour de la gestion des encours de production, avec des solutions de localisation indoor, des solutions de traçabilité, soit de contenants réutilisables, hein, des bacs, des caisses, ou directement des pièces. Donc, en gros, pour savoir où sont les outils, où sont exactement. Les objets de valeur qui sont utilisés par les industriels. Tout à fait. Donc c'est à la fois les encours, hein, donc la matière qui circule, les encours de production, mais également les moyens industriels, surtout des moyens mobiles qui s'y rattachent. Et là, on a des solutions packagées pour répondre à ces enjeux. Et donc c'est quel secteur industriel en particulier? C'est, je sais pas, l'auto, l'aéro? Alors on est présent. Nos clients sont des clients de l'industrie manufacturière de manière générale. Donc on est assez peu présent sur les industries de process, mais partout où il y a des flux de production discrets, que ce soit dans l'automobile, dans l'aéro, dans le semi-conducteur, dans l'horlogerie, la mécanique de manière générale, le ferroviaire. Donc c'est très vaste en fait, parce que l'industrie manufacturière est un domaine qui est assez considérable. Et donc, si je reviens un peu à la jeunesse d'Editag, quand tu t'es lancé quand tu as eu l'idée en 2005, 2006, tu as créé ça en 2007, est-ce que tu as eu des freins qui t'ont fait hésiter à te lancer, ou est-ce que tu avais par exemple des exemples d'entrepreneurs dans ton entourage qui t'ont fait franchir le pas, ou est-ce que vraiment t'as décidé assez rapidement de te lancer malgré les risques de quitter ton emploi et de peut-être, je sais pas si tu t'es versé une rémunération pendant les premiers temps, mais comment t'as géré cette prise de risque? Alors, la notion de risque, elle est très subjective. Elle est l'aversion au risque et le rapport qu'on a de manière générale au risque, il dépend vraiment de chacun d'entre nous. On a tous des sentiments différents par rapport à cela. La décision, elle n'a pas été rapide, elle n'a pas non plus été, elle n'a pas pris des années non plus. C'est sûr qu'on se pose des questions quand on est papa de 3 enfants, qu'on a 38 ans, qu'on est cadre dirigeant dans un grand groupe. Voilà, donc on se pose un certain nombre de questions.
Il y a beaucoup de gens qui sont à 2 doigts de créer leur boîte, mais j'ai coutume de dire que c'est des doigts de bûcheron. Donc, il faut effectivement se poser les bonnes questions et pas faire n'importe quoi. Donc voilà, c'était une réflexion mesurée, mais ça venait de loin. C'était une envie, une aspiration que j'avais un peu dans les tripes. Donc c'était plus une manière de faire les choses dans le bon ordre, plutôt que de ne pas les faire. Voilà, il fallait. Donc voilà, j'ai pris le temps d'orchestrer les choses dans le bon ordre pour que ça puisse se faire. Et puis après je me suis lancé, quoi. Mais c'est sûr que ça fait drôle de se retrouver à son compte le premier jour, quoi. Et après on est vite dans le feu de l'action, et c'est galvanisant. Mais comme tu disais, c'était une envie que tu avais eue depuis longtemps, même déjà à l'époque de ton stage d'ingénieur. Ça, c'est comme une idée d'entreprendre. C'est pas venu comme ça d'un coup. C'était déjà assez mûri dans ta tête. Enfin. Oui, c'est ça. J'étais un peu toujours à l'affût. Je faisais partie de la junior entreprise de l'école. Voilà, on avait des projets de création d'entreprise pendant les études, un peu après. Enfin, voilà, c'est toujours quelque chose qui m'a attiré. Voilà. Je me suis mais il faut que les planètes soient alignées. Encore une fois, c'est pas les planètes, c'est à la fois notre maturité, la bonne idée, la bonne situation familiale, etc. Donc cet alignement de planètes, c'est pareil, il est très subjectif. Donc, et donc là, ça fait 13 ans que la société existe. Vous avez commencé par les musées. Après, 2012, tu disais que vous avez commencé l'export. 2015, la partie industrielle. C'est ça. Là, vous êtes déjà, vous avez un bureau en Allemagne. Donc, vous êtes quand même assez bien développé. Et là, donc, c'est quoi les projets à court et moyen terme pour Editag en termes de, je sais pas, est-ce que vous avez des nouvelles idées de produits, des nouvelles idées pour aller à l'export, ou c'est quoi les projets d'Editag dans le futur? Alors les projets d'Editag, c'est effectivement, il y a de nouvelles offres, de nouveaux produits. C'est d'accélérer sur de nouveaux clients. Donc en France, d'accélérer sur l'Europe de manière générale. On a commencé à être présent. On équipe des usines un peu partout en Europe aujourd'hui. Et puis de se déployer sur du grand export, où on a des ambitions aux États-Unis. C'est pareil, on y va de manière réfléchie, et on n'est pas dans l'American Dream en se disant que tout va être facile là-bas. Pour y avoir vécu quelques années, les choses ne sont pas évidentes. Donc voilà, on y va. C'est vrai que toi, tu as l'avantage d'avoir vécu là-bas, et donc tu sais que exporter aux États-Unis, c'est pas forcément facile, et que souvent on a parfois l'image d'entrepreneurs français qui pensent au rêve américain tout de suite, mais ça nécessite quand même de la préparation. Ça nécessite énormément de préparation. De toute façon, l'export, mais même l'export en Italie et en Allemagne, c'est un sillon qu'on creuse. Et avant qu'il y ait du maïs qui pousse, faut creuser le sillon, faut planter la graine, faut s'occuper de la terre. Et si tout se passe bien, on aura une belle récolte. Mais en tout cas, c'est pas immédiat. Donc, on est dans cette logique. Et on sait que ça prend un petit peu de temps. En tout cas, sur les marchés sur lesquels on est, il y a peut-être des marchés, je pense que quand on est sur du grand public, le facteur temps peut être différent, mais sur nos marchés, on sait que c'est quelque chose qui n'est pas forcément immédiat, et le succès il vient pas en 2 trimestres. Justement, toi, Editag, vous êtes un peu dans l'idée de la fameuse industrie du futur, industrie 4.0, l'usine connectée.
On sait que c'est un sujet qui est très... Oui, on n'y est pas qu'un peu, on y est, Les deux pieds dedans. on est en immersion. Et justement, ça m'intéresserait d'avoir ta vision là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que les grands groupes industriels, mais aussi les ETI, bah, notamment en France, sont suffisamment à la page à ce niveau-là? Est-ce qu'elles sont réceptives à utiliser des types de technologies que tu proposes? Est-ce que tu vois des évolutions importantes arriver qui pourraient t'impacter? Je pense notamment à la 5G, par exemple. Ça m'intéresserait d'avoir ton avis là-dessus. Alors, il y a plusieurs questions dans cette question. Déjà, quand on parle d'industrie du futur et d'industrie 4.0, plutôt industrie du futur. Le 4.0 est digital en soi. Quand on parle d'industrie du futur, on n'est absolument pas que sur des aspects digitaux. Dans l'industrie du futur, il y a des nouveaux matériaux, il y a des nouveaux moyens, des nouveaux procédés. Ça revêt un grand nombre de choses. Et effectivement, on va retrouver de la robotique, on va retrouver de l'IoT, on va retrouver de l'impression 3D, qui sont des aspects où le digital est assez présent. Mais voilà, l'industrie du futur, c'est pas que du digital. Là où mon sentiment aujourd'hui, il n'y a pas de, on est sur certains points, on peut être, alors en France, on peut être plus ou moins en avance ou plus ou moins en retard. Sur d'autres, on peut être plutôt précurseur. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de, je pense qu'il faut faire très attention à pas faire une généralisation. C'est vrai que en robotique, par exemple, on fait pas partie des pays les plus avancés. Hein. L'Italie l'industrie italienne est plus robotisée que la France, pour donner cet exemple. Mais d'un autre côté, on a un tissu industriel qui est composé, qui est différent d'un pays à l'autre. Hein. Le tissu industriel allemand avec le Mittelstand est complètement différent du nôtre. Donc, il faut tenir compte de cette diversité de la réalité industrielle pour et finalement on est pas on est bien placé, on a les technologies. Je pense qu'on est sur certains aspects, il y a un grand travail d'évangélisation, mais qui est en cours en France et qui est en cours dans tous les pays. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, beaucoup de choses à démystifier. Certaines technologies sont aujourd'hui bien connues. Certains aspects du digital sont bien appréhendés par les entreprises. Même ceux qui ne l'ont pas déployé voient en quoi ils pourraient en tirer parti. D'autres un peu moins. C'est vrai que sur notre partie, nous, l'IoT, il y a encore beaucoup de choses à faire pour évangéliser. Moi, j'appelle ça l'évangélisation, hein, parce que beaucoup de personnes ne savent pas que c'est accessible, que c'est possible, et que ce n'est pas forcément, si on regarde les PME, réservé qu'à des grands groupes. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. Je pense que la digitalisation va répondre à la fois à des enjeux de productivité, mais dans le bon sens du terme, en termes de pénibilité, en termes les progrès de la robotique aujourd'hui répondent à des enjeux de pénibilité, en tout cas font partie des réponses à des enjeux de pénibilité. Également, quelque part, à des enjeux de développement durable, parce que mieux contrôler sa production, mieux contrôler ses flux matières, ça limite les gaspillages, ça limite les erreurs. Donc voilà, l'industrie est en pleine transformation. C'est pas une transformation qui va prendre 1 ou 2 ans. C'est une lame de fond qui a démarré par des grands groupes il y a quelques dizaines d'années, qui essaiment maintenant, et ça va continuer, ça va se poursuivre. L'impression 3D qui était
qui coûtait très cher il y a encore quelques années, aujourd'hui est à portée de beaucoup d'entreprises. Donc tout ça va dans le bon sens. Et encore une fois, avec des diversités qui sont liées à la disparité des tissus industriels dans chaque pays. Et est-ce que la 5G, ça peut impacter la manière dont tu conçois et utilises tes produits dans les usines ou pas du tout? C'est pas du tout lié? Alors, oui, c'est lié. La 5G, c'est une technologie de communication qui présente des caractéristiques intéressantes. C'est pas la technologie miracle qui va tout changer, mais ça fait partie effectivement des technologies de communication qui vont permettre, sur certains cas d'usage, d'avoir des solutions qui sont plus pertinentes qu'actuellement. Donc, est-ce que vous avez déjà des demandes de groupes industriels qui vous demandent de réfléchir là-dessus, comment vous pourriez adapter votre projet à cette technologie? Parce que c'est vrai qu'on entend, depuis 1 ou 2 ans, on entend pas mal parler à la 5G pour les sites industriels, mais on sait pas trop où ça en est, on sait pas trop si vraiment les industriels comptent l'utiliser vraiment à court terme. Il y a de gros industriels qui se sont positionnés, qui font des expérimentations, qui font des choses. Je pense que la 5G est comme je le disais, c'est une technologie de communication. On n'a pas encore terminé. On n'en a pas encore vu tout le potentiel. Donc, les cas d'usage, quand on met une technologie, c'est souvent le cas quand il y a une nouvelle technologie qui est mise à disposition du marché, bien les acteurs s'en emparent. Alors, il y a les acteurs qui sont souvent des grands groupes parce qu'ils ont les moyens de pouvoir travailler en amont. Ils expérimentent, ils regardent en quoi ça pourrait leur être utile, et puis ça essaime petit à petit. Donc voilà, la 5G, pour résumer, il est certain que la 5G va ouvrir de nouveaux champs de possibilités, de nouvelles applications, soit des choses qui étaient pas faites jusqu'à présent, qui vont devenir possibles grâce à la 5G, soit des choses qui étaient faites, mais la 5G va permettre de les faire avec de manière encore plus performante. Voilà, ça c'est une certitude. Maintenant, comment c'est à nous de tester, d'expérimenter, pour ce qui nous concerne, nous Editag, on n'attend pas que les acteurs nous le demandent. On est en tant qu'acteur et offreur de solutions technologiques innovantes, on est précurseur par rapport à ça, et on regarde ça de très près. Et justement, par rapport à vos relations avec les industriels, la question que je voulais te poser, c'est est-ce qu'il peut y avoir des réticences de certains grands groupes à travailler avec une structure comme la tienne qui a une 20aine d'employés? Est-ce que parfois ils te disent que vous n'êtes pas assez gros, par exemple, pour travailler avec eux, ou parce que parfois c'est des sujets que j'ai eu l'occasion d'avoir quand j'accompagnais des entreprises françaises à l'étranger. Souvent, ils s'entendaient dire qu'ils n'étaient pas assez gros pour pouvoir travailler avec des grands groupes. Est-ce que toi, tu as déjà eu ce genre de réflexion de leur part ou pas du tout? Ça n'a jamais été un problème pour des grands groupes de travailler avec une structure comme toi, on va dire de taille moyenne? Alors, jusqu'à présent, comme on offre des solutions qui sont des solutions innovantes, et que on a des références. Alors la première référence est toujours plus compliquée, mais on est une vieille start-up aujourd'hui, donc on a quand même un track of record qui est là. Donc on n'a pas trop eu cette réticence de gros acteurs industriels. En tout cas, ils l'ont pas exprimé, nous disant écoutez, non, on veut pas travailler avec vous parce que vous êtes trop petits. Je pense que ce qu'on offre aujourd'hui est suffisamment différenciant pour que s'il y a un intérêt pour travailler avec nous, ils commencent à travailler avec nous et ils voient de quoi on est capable. Après, c'est sûr que si on répond pas et qu'on se plante, l'histoire s'arrête. Mais ça n'a pas été trop le cas jusqu'à présent. Et par rapport à la crise, fameuse situation Covid qu'on vit depuis maintenant quelques mois, est-ce que vous avez été impacté durement? Est-ce que, je suppose par exemple les musées, etc., avec les fermetures, ça a dû vous
vous tombez dessus un peu brutalement, non? Alors, bien entendu, on a été impacté. Tu as raison de parler des musées parce que la situation est forcément différente sur ces deux marchés qui sont des marchés internationaux. Hein. Donc, la situation telle qu'on le vit des musées en France n'est pas tellement différente des musées en Allemagne ou dans d'autres pays européens. Donc, on a été impacté, et je dirais pas durement. Puisqu'on a une activité qui est certes pas l'activité qu'on espérait faire en 2020, mais bon voilà, on a un tassement mais qui est relativement contenu et léger. En ce qui concerne les musées, l'incertitude elle n'est pas tellement sur l'année dernière, elle est plutôt sur cette année, hein, puisque les musées n'ont toujours pas réouvert. Et compte tenu du soutien, l'économie muséale est quand même fortement institutionnalisée, donc puisque c'est de l'argent public, donc à voir plutôt en 2021 ce que ça va donner. Ça c'est sur les musées. Sur la partie industrielle, un impact lié au confinement, mais finalement les besoins sont toujours là. On a beaucoup d'industriels qui ont des carnets de commandes qui sont bien remplis. C'est vrai qu'on a ce qui s'est passé dans l'aéronautique est largement médiatisé, mais il y a en fait là beaucoup d'acteurs. On parle pas des grands donneurs d'ordre comme Airbus, pour ne pas le nommer, mais il y a beaucoup d'autres acteurs dans l'aéronautique qui réussissent à se diversifier. Donc, il y a quand même une forme de résilience sur toute la chaîne d'acteurs et de sous-traitance. Si on regarde ce secteur qui a été durement touché. Donc voilà, ça c'est la réponse que je peux faire sur le plan business lié à la crise Covid. Il y a des impacts humains et des impacts organisationnels sur le Covid. Donc là, on est plutôt tourné sur l'entreprise. Donc des impacts humains parce que je pense il est important sur toute la chaîne managériale, à la fois de rassurer et puis de comprendre, d'accompagner la transition, la mutation qui est en cours. Je pense au télétravail, par exemple, hein, des nouveaux modes de management, nouveaux modes d'organisation. Alors nous, on faisait du télétravail quasiment depuis la création de l'entreprise pour certaines fonctions et de manière assez limitée. Donc on n'était pas complètement étranger et pas réticent, moi, en tant que dirigeant, à ce mode de fonctionnement. Donc là, je dirais que lors du premier confinement, l'entreprise s'est complètement virtualisée en une demi-journée. On avait déjà Teams qui était installé chez nous et qui était pas trop utilisé finalement, puisque tout le monde était en présentiel, hormis un peu de télétravail. Et c'est sûr que le confinement a boosté l'utilisation de cet outil, mais ça a été super rapide. En une demi-journée, voilà, tout le monde était chez soi et l'entreprise a continué de fonctionner. Donc cet impact-là, pour moi, il est plus durable finalement que la partie de l'impact au niveau business. Voilà, donc sur le plan humain et organisationnel. Et puis c'est vrai que je pense aussi à un autre aspect qui est lié à l'humain, c'est que cette crise Covid, bon, est dure. On le sent bien. Il faut, à titre individuel, là, on dépasse le cadre de l'entreprise. Je pense que beaucoup de personnes, beaucoup d'individus trouvent le temps long. Donc voilà, dans le cadre de l'entreprise, il est important de booster en fait, de donner des perspectives et puis de rassurer parce que ce que les gens vivent
aujourd'hui, c'est quand même des contraintes à titre personnel entre le confinement, le couvre-feu, les déplacements. Donc, il est important que l'entreprise puisse dans sa communication et dans les modes managériales essayer de compenser un peu ça en mettant de la bonne humeur et des perspectives. Des perspectives, je pense vraiment, ouais. Je suis d'accord avec toi, c'est vraiment le plus important dans cette période. Frédéric, on arrive au terme de cet entretien. La dernière question que j'aurais pour toi, c'est si tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui serait pas par où commencer, quel pourrait être ton conseil? Alors, mon conseil pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai vu beaucoup d'étudiants parce que j'ai été président des entrepreneuriales en PACA pendant plusieurs années et j'ai vu beaucoup d'étudiants qui voulaient se lancer, que ce soit des étudiants ou des adultes. La clé, c'est de se poser les bonnes questions parce que les réponses, c'est l'entrepreneur qui les a. Personne n'aura les réponses pour vous. Parce que chaque réponse doit être adaptée à une situation, à un projet, à un individu. Donc, faut se poser les bonnes questions. Et ça, par contre, se poser les bonnes questions, c'est quelque chose qui à la fois peut s'apprendre, mais on va beaucoup plus vite en s'entourant. Arriver à s'entourer, arriver à parler de son projet. On a souvent on fait souvent l'erreur de garder les choses très secrètes parce qu'on veut pas donner la bonne idée à d'autres. Donc, faut faire attention quand même. Mais faut parler de son projet aux bonnes personnes, donc savoir s'entourer. Et un bon entourage vous permettra de vous poser les bonnes questions. Et si vous posez les bonnes questions, il y a de grandes chances que vous ayez les bonnes réponses. Merci beaucoup Fred pour ta disponibilité et puis pour ces précieux conseils. Et puis je te souhaite plein de succès pour Editag dans les prochains mois et les prochaines années. Merci Xavier, c'était un plaisir et puis à très bientôt. Et voilà, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'étais ravi de vous faire partager ce moment avec notre invité. N'hésitez pas à nous soutenir et laisser vos commentaires sur nos réseaux sociaux LinkedIn, Twitter et Instagram, ou bien encore nous laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain pour le prochain épisode. À jeudi!